Bonjour, je m'appelle Rosanne Rayon. Je suis une personne atteinte de brûlure depuis l'âge de 4 ans et j'occupe depuis plusieurs années le poste de directrice générale à l'Association des Grands Brûlés Flammes. L'Association des Grands Brûlés Flammes est un organisme communautaire créé en 1984 pour les personnes atteintes de brûlure et leurs proches. Notre rôle principal est celui d'accompagner et de supporter. Notre mission, la réinsertion sociale. Parmi nos services, nous offrons un programme de sensibilisation aux conséquences d'accidents par brûlure. Depuis quelques années, Flamme s'est penchée sur la problématique du vieillissement, ce qui nous a permis de mettre sur pied un nouveau programme, SIRA, qui signifie Soutien aux initiatives visant le respect des aînés. Savez-vous qu'il y a encore 90 % des accidents qui sont causés par des liquides chauds et qui causent des brûlures graves? Dans la vidéo que nous allons regarder, nous allons vous démontrer l'importance de rester vigilant et prudent afin que vous puissiez vieillir en santé, en sécurité chez vous. Je vous invite donc à rencontrer nos experts conseils ainsi que les personnes atteintes de brûlure. Je leur laisse la place. Bon visionnement! Les principaux risques d'incendie, ça peut être beaucoup de facteurs. Ça peut être parce qu'on a oublié ce qu'on est en train de faire cuire, on l'a laissé sur le feu pendant 2-3 minutes parce que j'étais allée répondre au téléphone. Ça peut être parce que j'ai pas remplacé le vieil appareil qui était défectueux depuis quelque temps. Je le savais, mais j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, je vais y aller plus tard. La négligence de partir, de laisser les chandelles allumées, la négligence de ne pas vérifier avant de se coucher si nos avertisseurs de fumée, des fois, on a enlevé la batterie. Au lieu de faire de ventiler, j'ai enlevé la batterie, une gaffe à ne pas faire, puis j'ai oublié de le remettre avant de me coucher. Fait qu'il y en a plein de négligences qui pourraient arriver, qui pourraient être des accidents que l'incendie va se déclarer finalement. Je faisais toujours un feu. Des résidus, du bois qui traînait, des déchets de plantation, etc. Pour moi, c'est comme une routine. D'abord, même Denis, mon ami ici, il dit « Toi, t'aimes trop le feu, là. Tu vas y passer un jour, là. » On se pensait invincible. Hein? Et c'est arrivé. On a des mauvaises habitudes, on a des mauvais plis, que des fois, peut-être qu'il n'y a aucune conséquence, mais la journée qu'on va avoir tous les éléments en même temps, là, la bonne chaleur avec le bon taux d'oxygène, bien, ça pourrait déclencher un incendie. Puis pourtant, ça faisait des mois ou des années que vous faisiez le même geste, mais cette fois-là, c'était le geste qui a provoqué l'incendie. Si on regarde un petit peu au niveau du vieillissement, qu'est-ce qui peut contribuer un peu au risque? On peut bien sûr bien vieillir, réussir son vieillissement, mais celui-ci peut s'accompagner aussi de certaines diminutions de performance au niveau des sens. Donc, on peut moins bien voir la fumée qui nous entoure, moins bien l'apercevoir par l'olfaction aussi, pas entendre qu'il y a eu une explosion, pas entendre un détecteur de fumée qui part, pas entendre les gens qui nous appellent autour pour nous dire qu'il faut évacuer, qu'il faut sortir. Alors ça fait partie des enjeux importants au niveau de recevoir l'information, les messages qui nous permettent de nous maintenir en sécurité. Pour peu qu'on reçoive les messages ensuite, bien, il faut les interpréter. Hein? Il faut les reconnaître, il faut savoir ce que ça veut dire, puis il faut adopter le bon comportement. Alors, en vieillissant, le traitement de l'information parfois est un peu diminué, est un peu ralenti. Alors, les gens ont encore toutes les capacités de jugement, de compréhension, mais ça se fait moins rapidement.
Et dans un incendie ou dans un événement de ce genre, des fois, c'est des microsecondes qui font la différence. Alors, le temps de comprendre ce qui se passe et d'y réagir, chez les gens âgés, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et troisièmement, bien, une fois qu'on a reçu l'information, qu'on l'a traitée, qu'on a compris ce qu'il fallait faire, bien, se mettre en action, sortir, trouver l'escalier le plus près pour pouvoir évacuer rapidement, bien, ça prend de la vitesse, ça prend de la force, ça prend de l'endurance, ça prend des bonnes capacités cardio-respiratoires pour ne pas être trop essoufflé, pour être capable de sortir. Et c'est tous des paramètres qui peuvent éventuellement, dans le cours du vieillissement normal, s'altérer. Puis évidemment, bien, si on ajoute à ça toutes les maladies qui surviennent en fréquence élevée en vieillissant, bien, on augmente encore plus les enjeux, les risques au niveau des blessures par brûlure. Il y a différents types de brûlures, dépendamment de l'agent qui a causé la brûlure par flamme, la brûlure par liquide chaud, bouillant, dépendamment du type de liquide aussi. Si c'est un liquide comme de l'eau bouillante ou de l'huile bouillante, déjà, il y a une différence. De l'huile bouillante, un plus grand pouvoir thermique, donc on va faire des brûlures qui, d'emblée, vont être plus profondes pour un même temps d'exposition sur la peau. Si l'épiderme est simplement touché, c'est une brûlure de premier degré. Si le derme est partiellement touché, c'est deuxième degré superficiel. Si le derme est complètement touché, c'est un deuxième degré profond. Troisième degré, il n'y a plus du tout de derme ni d'épiderme, donc on est dans la couche graisseuse sous la peau. Et quatrième degré, là, c'est vraiment les muscles et les os, toutes les surfaces plus profondes là, qui sont vraiment atteintes. Dépendamment de la profondeur des brûlures, on détermine si on a besoin d'une greffe. Donc, on greffe lorsque c'est une épaisseur de deuxième degré profond et plus. Quand on fait les greffes, on prélève la peau sur des sites donneurs qui sont des sites où la peau est saine pour pouvoir le transférer sur des sites de peau brûlée. Les sites, généralement, on essaie de prendre les sites où la peau est saine. Sur les très grands brûlés, la peau saine n'est pas toujours facilement disponible. Donc, on a d'autres trucs aussi. On peut faire de la peau en laboratoire avec les avantages et les limites que ça a, malheureusement. Ou, si c'est une personne qui est moins brûlée, à ce moment-là, les sites qu'on privilégie, c'est les sites qui sont cachés par les vêtements, donc plus camouflables. La majorité des racines de ces greffes-là se fait dans les 5 premiers jours. Donc, c'est de garder les gens le plus immobiles ou, en tout cas, qu'il n'y ait pas trop de cisaillement ou de mouvement sur les greffes pour qu'ils puissent prendre. Puis il y a des limites aussi à la prise des greffes, là, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on les garde sur une unité quand c'est des greffes brûlées, pour vérifier si c'est bien pris, si on doit faire des retouches, puis gérer tous les facteurs qui pourraient faire que ça ne prend pas. Même si je me considère comme, entre guillemets, un petit brûlé, deuxième et troisième degré, c'est pas évident avec l'opération que j'ai subie. Je pense que c'est 5 ou 6 greffes que j'ai subies. C'est quand même quelque chose. Les particularités chez la personne âgée, c'est que, premièrement, les épaisseurs de la peau ne sont pas les mêmes. On sait qu'en vieillissant, le derme s'atrophie chez la personne âgée. Donc, une brûlure qui peut sembler plus superficielle chez quelqu'un qui serait jeune, la même brûlure, de la même profondeur, chez la personne jeune versus la personne âgée, va avoir touché plus de couches de peau chez la personne âgée et donc va nécessiter plus facilement des greffes de peau. Les brûlures touchent effectivement la peau, mais ils ont des répercussions sur les autres organes. Ça peut causer des insuffisances rénales qui peuvent amener une dialyse. Donc, il y a plusieurs implications au niveau des organes qui sont traités. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des intensivistes. Lorsqu'on a une brûlure importante sur une surface étendue de notre corps, qu'on arrive à l'urgence dans un contexte de brûlure assez extensive, tout le volet de la réanimation qui va de pair souvent avec ces grands brûlés-là. Quand on a 80 ans, bien, la répression volémique, les solutés et tout ça, parfois, ça va être moins bien toléré parce qu'on a déjà des problèmes cardiaques ou respiratoires préexistants. Donc, nos défenses immunitaires en vieillissant sont moins bonnes. Si on ajoute à ça que la prévalence de la dénutrition est quand même aussi assez importante chez nos personnes âgées, mais la capacité à se défendre contre les infections de plaies, mais les infections de tout site,
va être diminué aussi. Il y a tout le défi du contrôle de la douleur. Hein? La brûlure, les brûlures, c'est très souffrant, c'est très douloureux. Alors, comprendre la douleur chez les gens âgés, la quantifier, l'interpréter et savoir comment l'adresser, quoi prescrire, comment prescrire, c'est tout un défi, ça aussi. Et il y a des particularités gériatriques à ce niveau-là aussi. Oui. On sait que les brûlures chez les personnes âgées génèrent une plus grande mortalité. On sait aussi que ça va générer un plus grand nombre d'hospitalisations et que les hospitalisations vont être beaucoup plus longues. Et un séjour à l'hôpital, quand on est très âgé, que ce soit pour une brûlure ou pour d'autres raisons, c'est jamais très bon pour la santé. Donc, l'immobilisation prolongée, il va falloir aussi, indépendamment du traitement des plaies, se préoccuper de verticaliser rapidement, de sortir rapidement les gens âgés de leur lit parce que les réflexes posturaux, être capable de continuer par la suite à se remettre debout, à marcher à nouveau, juste le séjour hospitalier peut être délétère à ce niveau-là. Tout l'enjeu de la confusion aussi, le délirium qu'on appelle. Alors, parce qu'on est dans un environnement inconnu, parce qu'on est souffrant, parce qu'on reçoit toutes sortes de médicaments, parce qu'on a toutes sortes de conditions médicales associées, ça augmente beaucoup les risques de délirium, de confusion. Et ça aussi, ça vient un peu prolonger le séjour hospitalier. J'étais dans mon garage, puis je voulais couper un réservoir d'essence. Mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas assez d'essence pour que ça fasse une explosion. Finalement, avec les étincelles du buffer, ça allait exploser. Ils m'ont envoyé à Québec en ambulance. J'ai été 3 mois là à l'Enfant Jésus. Puis 3 mois à la guerre de PQ. Suite à une brûlure, on a un processus de cicatrisation qui s'étend dans le temps. Pour une plaie normale, c'est à peu près 2 à 3 mois que cette réaction inflammatoire-là, qu'on voit une rougeur sur la peau. Mais dans les gens qui ont des brûlures, ça peut être jusqu'à 18 mois. Entre 1 an et 2 ans, mais à peu près 18 mois. Ce qui fait que pendant cette période-là, les cellules qui se contractent restent sur place et quand la personne est au repos, bien, l'action de ces cellules-là qui se contractent fait faire des cordons, fait faire des rétractions cutanées. Alors, c'est là qu'il faut vaincre cette force de rétraction-là en faisant des étirements de la peau. Donc, on va faire un étirement en pliant le pouce pour aller étirer la peau. Au niveau mobilité, c'est sûr que ça va limiter les amplitudes de nos articulations. Si, par exemple, on est brûlé sur tout le bras et une partie du tronc, puis on veut lever le bras pour aller, par exemple, chercher quelque chose dans un armoire ou même s'habiller, si on ne faisait pas des étirements, on perdrait de la mobilité. Donc, on peut quand même retrouver une bonne partie de nos amplitudes articulaires avec les étirements, mais on peut rester aussi avec des limitations de mouvement. Au début, la marche peut être plus difficile parce que ça tire beaucoup, nos chevilles peuvent être plus raides, nos genoux aussi. Mais au niveau des membres inférieurs, des jambes, habituellement, la guérison ou la reprise des amplitudes articulaires se fait bien. Les problématiques sont plus au niveau des mains. C'est plusieurs articulations, des mouvements fins, des coudes et des épaules qui donnent plus de limitations aussi dans notre fonction. Je fais toutes les choses que je faisais avant, mais moins longtemps. J'ai moins d'endurance. Parce que je suppose que c'est à cause que les brûlures, ça doit demander un très gros effort au corps, là, de tout réparer la peau et tout ça. Puis je m'en prends à ça, puis peut-être à l'âge aussi un peu, là, que ça on dirait que j'ai vieilli un peu plus que quelqu'un d'autre. Il y a moins d'endurance. Je travaille 2 heures, 3 heures, puis là, il faut que je me repose. Avant, je pouvais travailler 4-5 heures de temps sans problème. Il y a moins de résistance, on dirait. C'est bon. On les enlève un par un. On est obligé de travailler plus fort, hein? Dans certaines régions, dépendamment de la profondeur de la brûlure, la peau va avoir tendance à s'épaissir. Donc, dans certains endroits, à devenir un petit peu plus épaissie avec un certain relief. Ce phénomène d'hypertrophie qu'on appelle, on va avoir à contrer ça tout le long du processus de guérison cicatricielle. Cette intervention-là, habituellement, on le fait davantage avec le port des vêtements compressifs et être en mesure de porter ce vêtement compressif-là 23 heures sur 24. Donc, la personne le retire seulement pour l'hygiène.
Une peau qui a été brûlée, ça demande beaucoup de soins et de soins réguliers. On va demander aux gens vraiment de s'hydrater avec une crème et ça veut dire quotidiennement et ça veut dire plusieurs fois par jour. Donc, si on pense à quelqu'un qui est brûlé au niveau du corps en entier, ça peut prendre beaucoup de temps à procéder à l'hygiène et aux soins de la peau à chaque jour. Vu que les glandes ont été brûlées, j'ai été brûlé au 2e degré, fait qu'il n'y a plus de glandes. Les glandes sébacées qu'on a qui sécrètent le gras, là, comme ma main, il faut que je la mette de longueur, puis 3, 4, 5 fois par jour, elle est toujours sèche, tout le temps sèche. Les jambes, c'est moins pire parce qu'elles sont couvertes, on a des pantalons, mais comme elle a la main tout le temps à l'air, ma main, fait que c'est frileux au froid aussi, nécessairement. Fait que pas mal plus frileux. L'hiver, ça prend toujours un cache-cou, là, puis aussitôt qu'il commence à faire froid à 0 degré, là, faut vous mettre un guet de la main droite tout le temps. L'aspect esthétique ne reviendra pas comme avant. On va rester avec une trace, donc une cicatrice sur la peau. Malgré les vêtements compressifs qu'on va faire, malgré les étirements, il peut rester des séquelles. On ne pourra pas étirer la peau autant comme elle l'était avant et elle ne reprendra pas non plus son aspect initial. Donc, ça va laisser un aspect de peau un peu fripé au niveau des brûlures. Donc, il reste quand même des choses. Aussi, parfois, ça peut laisser des séquelles d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation, une peau qui est un peu marbrée. Les premières années, là, on sortait quasiment à cachette. Les gens, quand on se promenait dans la rue, bien, ils ont toute une réaction. Hein. C'est de se retourner, de la voir comment est-ce qu'elle est. Là. Fait que c'est pour ça qu'elle elle voulait pas trop sortir. Pour mon épouse, c'était dur parce que elle se montre pas en public. Il y en a là, qui vont être défigurés, puis ils n'ont pas de problème, on en connaît, ils vont aller dans les bars, aller dans les restaurants. Puis, par exemple, moi et ma femme, dans la figure, ça paraît pas trop sur le bar, mais pour elle, là, c'est son secret à elle, hein? À part que quand c'est elle-même qui veut en parler, c'est son choix à elle. Fait que même moi, si j'arrive chez nous le soir, puis mettons que t'es après changer, puis je rentre me semble dans la chambre de bain, puis là, le torse à l'air, elle a une réaction, on dirait que... Là, bon, pas capable de venir un petit peu plus tard, tu sais, on voit, on dirait que elle aime pas ça. On peut souvent constater qu'il y a comme une rupture, il y a comme une scission entre l'avant et la personne après le traumatisme. Et le deuil à faire de ça est très long. Okay? Et va demander beaucoup d'énergie, de courage, de force, de capacité pour passer, de soutien, pour passer à travers ces étapes-là du deuil. Alors, il n'y a pas de recette miracle dans un deuil. Il n'y a pas de temps requis non plus pour un deuil. Un deuil se fait selon le rythme de la personne et avec ce qu'elle a et ce qu'elle est comme personne, je dirais. Tous les secteurs de la personne sont touchés, autant familial, autant conjugal, autant parental, travail, activités de loisirs, sur les relations interpersonnelles, sur la communauté, les sorties. Alors, tout ça, le traumatisme crée un impact sur tous ces plans-là. Et il faut que la personne se réorganise à travers là, tous ces secteurs-là. J'ai toujours été en bonne santé et je me dis, pourquoi ça doit m'arriver là que je pourrais faire une belle petite vie de retraité. Ce qui m'arrivait là, je ne l'acceptais pas. Et alors là, j'ai commencé à me blâmer, à me traiter tout hors de nom d'imbécile, enfin, tout ce qui s'ensuit là.
Ça ressort beaucoup, ce sentiment de culpabilité chez la personne grand brûlée. Souvent, la personne a fait un geste qu'elle va regretter après et repense à ce qu'elle a fait. Et là, le niveau de culpabilité est très élevé. Vivre avec une personne qui est atteinte de brûlure, là, il faut être... quand il arrive un accident, même, on est soudé bien plus, hein, parce que ça nous touche beaucoup. C'est comme, tu sais, des fois, dans la nuit, je me levais, j'allais à la toilette, puis là, ben, je pleurais là, parce que, tu sais, j'avais de la peine, puis tout ce qu'elle avait, parce que je me posais des questions. Pourquoi c'est arrivé à elle? Ça aurait pu arriver à moi, mais ça, j'aurais été fort pour passer à travers ça. Chez les proches, ce qu'on peut remarquer beaucoup, c'est un sentiment d'impuissance. Hein? C'est beaucoup ce sentiment-là qui ressort. Parfois aussi la culpabilité. Hein? Dépendamment des circonstances de l'accident, l'entourage peut vivre de la culpabilité également. De la fatigue, de l'épuisement, beaucoup chez les proches aussi. Donc, oui, il y a un choc, autant chez la personne victime que pour l'entourage, mais c'est vécu de façon différente. Je demandais au bon Dieu qu'il ait la chance de continuer à marcher, de faire de lui-même. Mais... D'être autonome. C'est vraiment recommencer tout au complet, à réapprendre à marcher, puis à manger, puis c'est spécial, là. Quand on sort du coma, là, faut le vivre. Quand je suis revenu, ça montait un peu l'esprit de dire, ben, je suis pas tout à fait guéri et je vais dépendre de mes amis. Pourtant, eux, ils ont leur propre besoin et comment est-ce que je vais agir? Chez la personne âgée qui est autonome, puis qui arrive un traumatisme par brûlure, bien là, à ce moment-là, de demander de l'aide, bien, soit dans les croyances ou dans leurs valeurs, bien, ils ne veulent pas déranger. Hein? Chez la personne âgée, on voit souvent le fait qu'on ne veut pas déranger notre entourage, on ne veut pas déranger nos enfants. Ils ont leur propre vie. Donc, ça devient comme plus difficile pour la personne de demander de l'aide et de se retrouver en position plus de dépendance. Il y a l'enjeu du retour à domicile, parce que ça peut venir, en fait, tellement faire basculer la réalité d'un individu que le retour à domicile ne sera pas possible à cause de la brûlure, à cause des conséquences de la brûlure, à cause du défi de la réadaptation et tout ça. Ça a l'air simple, une réadaptation, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de capacité aérobique. Donc, ça prend beaucoup, ça prend un bon cœur, ça prend des bons poumons, ça prend des bons muscles, ça prend une grande motivation. La motivation vient souvent du réseau qu'on a autour. Alors, si moindrement, on est un peu isolé, ce qui est aussi le lot souvent de certaines personnes âgées, alors ça vient tout augmenter les difficultés. S'il y a des troubles cognitifs, la rétention des consignes, être capable de faire des exercices tout seul qu'on nous a enseignés, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, il faut vraiment une équipe autour de nous qui nous aide, qui nous assiste, qui répète les consignes, qui nous aide parfois même à les faire. Même Denis, il faisait un peu la grimace parce que ma peau, tu sais, c'est pas évident, une peau qui guérit, là, hein, ça ressemblait à une peau de crapaud, là, tu sais, un peu rugueux, là. Alors, non, mais ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que mon environnement, là, et les gens avec qui je demeure ont accepté de m'aider.
Oui? Allô? Allô? Ah, oui, bonjour. Oui, c'est moi. Ah, oui, je peux bien prendre quelques minutes pour vous. Oui. Non, j'habite seule. Plus de 65 ans. Totalement satisfaite. En appartement, je suis locataire. Non. 2 chambres. Non. J'ai pas de voiture, je prends l'autobus. Oui, assez satisfaite. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Un chaudron d'huile de cuisson laissé sur la cuisinière sans surveillance pourrait facilement prendre feu en quelques minutes. Pour avoir une combustion, ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'il faut avoir 3 éléments réunis. On parle de la chaleur, le combustible et l'oxygène. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Pour éteindre un incendie, il faut éliminer un des 3 éléments du triangle du feu. Dans le cas des pompiers, c'est en arrosant le feu avec une grande quantité d'eau qui vont baisser la chaleur. Dans le cas d'un feu de chaudron, il faut couper l'oxygène de l'incendie en mettant un couvercle sur le chaudron en feu, en fermant le rond de la cuisinière. La température va baisser, le feu va s'éteindre par lui-même. Il ne faut surtout pas se promener avec le chaudron dans le logement pour éviter de se renverser de l'huile sur les bras et de se brûler ou d'échapper le chaudron par terre, de risquer de propager l'incendie sur le sol. Si on ne sait pas quoi faire puis on panique, ça serait mieux de laisser ça comme ça, d'aller à l'extérieur, d'appeler les pompiers. Quand les pompiers vont arriver dans quelques minutes, eux autres vont aller éteindre l'incendie. Lorsque le système d'alarme incendie se déclenche ou lorsque vous entendez votre avertisseur de fumée sonner, il faut réagir sans tarder. On évacue alors la résidence. Il faut se rappeler qu'en à peine 3 minutes, la fumée peut envahir votre domicile et vous n'aurez pas le temps de sortir. Alors, il ne faut pas tarder à chercher nos affaires personnelles, à récupérer nos clés pour barrer la porte. On évacue à l'extérieur et on appelle les pompiers. Si vous tardez trop, vous risquez de subir des brûlures, de vous asphyxier, de perdre connaissance et même de mourir. On constate souvent l'inaction des gens lorsqu'ils entendent le système d'alarme se déclencher ou l'avertisseur de fumée sonner. Ils veulent voir la fumée et le feu avant de croire que c'est un incendie réel. Il ne faut pas attendre de voir la fumée ou de voir les flammes. Il faut évacuer immédiatement. Si on attend que la fumée soit rendue jusqu'à nous, il va être trop tard pour qu'on puisse évacuer sans danger. Ce qu'on entend aussi souvent, les personnes âgées, surtout nous dire « je veux pas sortir, je veux mourir de toute façon ». Il faut que vous pensiez que lorsque vous hésitez, c'est vos amis, vos voisins qui vont tenter de vous convaincre. Vous n'allez pas seulement mettre votre vie en danger, vous allez mettre aussi la vie en danger de vos amis. La meilleure façon de se protéger contre un incendie, c'est d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à l'intérieur de votre résidence et âgé de moins de 10 ans. Les personnes qui demeurent dans la même résidence depuis 20 ans, 30 ans, qui ont des avertisseurs de fumée électriques, pensent que c'est encore bon pour toujours, ce qui est faux. Un avertisseur de fumée qui soit à pile au lithium ou électrique ont une durée de vie de 10 ans. Il faut les remplacer. Ces appareils-là sont des appareils comme les autres, ça s'use et ils peuvent crier sans arrêt ou pire, ne jamais partir, ne fonctionnera pas lors d'un incendie. L'autre façon de se prémunir contre un incendie, c'est d'être prêt, savoir quoi faire en cas d'incendie. On parle du plan de sécurité incendie, du plan d'évacuation. Il faut savoir qui fait quoi en cas d'incendie, à quel endroit qu'on va se rassembler à l'extérieur. Avoir un avertisseur de fumée fonctionnel, un plan de sécurité incendie, c'est la meilleure façon de sauver vos vies lors d'un incendie.
De manière générale, dans une résidence, on recommande de ne pas placer tout ce qui est matière combustible près des appareils de chauffage d'appoint. S'ils sont placés trop près pendant longtemps, ils peuvent chauffer puis s'enflammer spontanément. Il faut faire attention aussi à l'électricité. Tous les appareils qui utilisent des cordons prolongateurs, il ne faut pas les utiliser de façon permanente. Il faut toujours les voir. On ne les passe pas sous un tapis. Il ne faut pas non plus les coincer dans le coin d'une porte ou autour d'un clou. Ça pourrait provoquer un incendie également. Les vieux appareils électriques, il faut faire attention. Si on voit qu'il y a une faiblesse, les remplacer. Sinon, ils pourraient provoquer un incendie. Les fumeurs, ne pas fumer au lit, toujours avoir des cendriers solides qui ne peuvent pas se renverser, qui sont incombustibles. Pensez aussi à la mousse de tourbe que vous utilisez dehors, à l'extérieur, dans votre plate-bande. Avertissez les gens qu'il ne faut pas éteindre les cigarettes là-dedans. Ce n'est pas de la terre, c'est combustible, ça peut brûler, ça peut prendre quelques heures, même quelques jours avant de provoquer un incendie. Les briquets, les allumettes, toujours les garder hors de la portée des enfants. Si vous n'avez plus d'enfants à la maison, pensez que vous pouvez avoir de la visite. Les enfants peuvent jouer, les trouver, jouer avec, mettre le feu. Alors, on les garde toujours hors de la portée des enfants. Si vous utilisez des chandelles, pensez de ne pas les laisser sans surveillance. Non plus, ne laissez pas descendre la chandelle très bas, proche du fond du bougeoir. Ça pourrait chauffer la surface combustible d'un meuble. Dans la cuisine, les principaux risques d'incendie sont reliés à la cuisson, donc autour de la cuisinière. Si on cuisine avec des manches amples, puis qu'on passe au-dessus d'un rond, un élément chaud, on risque de mettre feu à nos vêtements. Alors, il faut vraiment cuisiner avec des manches le plus serrées possible. Également, on ne laisse jamais rien sur la cuisinière sans surveillance. Il faut également se procurer des bonnes mitaines de four. Comme ça évite de prendre le linge à vaisselle si on est pressé ou le coin de notre manche. Puis comme ça, on évite de se brûler gravement. Si on cuisine également, on doit toujours penser d'avoir un couvercle près de nous. Comme ça, si jamais un incendie se déclarait dans un de nos chaudrons, on peut étouffer rapidement l'oxygène, puis on étouffe le feu avec notre couvercle. On recommande aussi de tourner les poignées des chaudrons vers l'intérieur. Comme ça, on risque moins de l'accrocher, de renverser du liquide brûlant sur nous ou sur quelqu'un d'autre. Si vous faites de la friture, on recommande l'utilisation d'une friteuse thermostatique. Thermostatique, ça veut dire qu'il y a un thermostat intégré à l'intérieur. Ça empêche l'huile d'augmenter, la température de l'huile d'augmenter à son point de taux d'inflammation. Oui, bien sûr, les gens âgés manifestent la volonté d'être maintenus le plus longtemps possible à domicile. La politique du vieillir chez soi va dans ce sens-là. Mais évidemment, il faut veiller à la sécurité et à l'intégrité physique de ces gens-là. Donc, cette politique-là doit aller de pair avec la mise en place des moyens pour informer, éduquer la clientèle âgée, leur donner les moyens de pallier à certaines de leurs difficultés. Pour sécuriser, par exemple, dans la cuisine, la cuisinière, il y a des minuteries qu'on peut mettre pour s'assurer qu'au-delà d'un certain temps, la cuisson va de toute façon arrêter si la personne oublie. Il y a des appareils à arrêt automatique. On peut banalement décider d'enlever les fusibles des ronds avant d'une cuisinière pour faire qu'on serve juste de ça à l'arrière. Donc, les risques de renverser quelque chose puis de se brûler sont moins grands. Il y a des moyens de mettre un régulateur de la température de l'eau sur les robinets de la cuisine ou de la salle de bain. Il y a des tabliers pour les fumeurs pour éviter qu'ils se brûlent en fumant. Alors, il existe toute une panoplie de moyens pour peu qu'on les mentionne, qu'on les connaisse, qu'on les explique, que les gens peuvent se procurer pour finalement faire en sorte que ce maintien à domicile-là puisse être à nouveau viable puis sécuritaire, tel que tout le monde le souhaite. J'espère que tout comme moi, vous avez fait de belles rencontres et que vous avez remarqué la grande qualité de ces personnes. Flamme est très fière de vous avoir permis de les entendre. Je vous invite donc à revoir cette vidéo pour vous-même et ainsi que pour votre entourage. Cela pourrait faire une grande différence dans votre qualité de vie. Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Je remercie également les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Demeurez prudents, vigilants. À un prochain rendez-vous.